Un homme terrifiant, calculateur et dépourvu de sentiments. Il paraît soulagé d'être passé aux aveux. Il paraît serein. Il raconte avec précision tout ce qui s'est passé. Pour moi, il n'est pas touché. Il explique son geste, simplement, je veux dire, sans émotion particulière. Nous sommes le 1er avril 2013 à Saint-André-de-Bâgé, près de Mâcon, dans l'Ain. C'est le lundi de Pâques. Il est 8h05 lorsque le téléphone sonne chez Marilène Perdry et son mari Pascal. Un appel qui va à jamais bouleverser leur vie. On était encore couchés. Et j'ai même dit à mon mari, mais qui peut nous appeler à cette heure-là, un lundi de Pâques? Et quand je me suis levée, le téléphone avait déjà été raccroché. Donc je suis retournée et je lui ai dit, c'est bizarre. Et 5 minutes après, le téléphone a ressonné et c'est là que c'est ma belle-mère qui m'a dit « Viens vite, Edwige est morte. » Edwige, c'est leur fille cadette. Elle a 29 ans. Marilène et Pascal se rendent immédiatement au domicile de leur fille, qui vit à quelques kilomètres de chez eux. Sur place, les secours sont déjà là. C'était compliqué, il y avait une ambulance, le SAMU. C'était même dur de se frayer un passage. Et on est rentré dans la maison et le médecin du SAMU m'a dit allez à l'étage. Et là, Edwige était là, sous un drap blanc. Et quand ils ont levé ce drap et que j'ai vu ma fille, j'ai dit, c'est pas vrai. Je suis reculé. Je voulais pas voir ça. Et là, vous tombez dans l'horreur. Voilà. Je me suis baissée, je l'ai prise, je l'ai embrassée et je me suis aperçue qu'elle était partie, quoi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? On va retrouver plusieurs projections de sang au niveau de l'entrée de la chambre. On retrouvera des ecchymoses sur plusieurs parties de son corps, laissant supposer qu'il y a eu effectivement une véritable lutte. Elle m'avait fait comprendre que c'était plus possible, qu'elle voulait se séparer. C'est plus un plan sexe qu'une histoire sentimentale en réalité. Michael Dantal n'était pas là où il dit qu'il est. Parce que c'est comme si on vous donnait un deuxième coup de poignard. Pour moi, c'est un lâche, c'est un monstre. Dans le petit pavillon où le drame s'est déroulé, il n'y a pas que les parents qui sont sous le choc. Le compagnon d'Edwige, la victime, est lui aussi totalement anéanti. Il s'appelle Michael Dantal. C'est lui qui a découvert le drame et alerté les secours. Il est dans un état de panique, il est en larmes, il hurle, il pleure. Il est vraiment en proie à un choc émotionnel assez violent, assez fort. Il prononce quelques phrases du style reviens, respire, bébé, enfin, je t'aime. Il est évacué en état de choc par les pompiers. C'est un homme en état de choc. De toute évidence, un crime a été commis dans cette maison.
C'est d'ailleurs pourquoi les gendarmes de la section de recherche de Bourg-en-Bresse vont être chargés de l'enquête. Et voici leur première conclusion. Ils vont tout d'abord constater qu'aucune effraction ne subsiste sur les issues de la résidence, puis donc vont effectuer les constatations sur la scène de crime à proprement dite. Cette scène de crime donc, se situe au niveau de la chambre à coucher d'Edwige Perdry. Et là, donc, ils vont constater qu'Edwige Perdry, donc la victime, est en partie dénudée, qu'elle porte un t-shirt et un soutien-gorge. Pour les enquêteurs, tout laisse penser qu'une bagarre a eu lieu dans la chambre d'Edwige. On va retrouver également plusieurs projections de sang au niveau de l'entrée de la chambre, mais également à l'intérieur de la porte de la chambre à coucher et sur le coulissant d'un placard. Donc tout ceci démontre qu'il y a eu certainement une lutte du moment où il y a eu des projections de sang. Il y a un élément qui donne tout de suite aux enquêteurs une première piste. L'incroyable pagaille qui règne dans la chambre de la victime. Dans la chambre, il règne un certain désordre qui n'a pas sur tout le reste de la maison. Les tiroirs sont ouverts, les armoires sont vidées, les vêtements sont par terre. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que c'est la seule pièce dans laquelle il y a un véritable désordre. Les autres pièces n'ont, semble-t-il, pas été visitées par les cambrioleurs, parce qu'à ce moment-là, on imagine que c'est probablement un cambriolage qui a mal tourné. Une maison en parfait état, des traces de lutte et une chambre sans dessus-dessous. S'il s'agit de l'acte de cambrioleur, que pouvait-il bien chercher? L'enquête va devoir lever le voile. Arrivé sur place, c'est au tour du médecin légiste d'examiner le corps d'Edwige Perdry. Il s'agit de comprendre le scénario du crime. Le médecin légiste constate quelques ecchymoses, quelques traces au niveau des bras, quelques traces aussi au niveau du cou, mais des traces extrêmement légères. On n'est pas sur des traces de strangulation, on n'est pas sur des énormes ecchymoses ou des énormes hématomes, on est sur des traces qui sont relativement discrètes. Edwige Perdry s'est donc battue pour se défendre. C'est incontestable. Mais qui pouvait bien en vouloir à cette jeune et jolie mère de famille? À 29 ans, Edwige était aide-soignante et ses proches sont unanimes, elle était la gentillesse incarnée. C'était une fille jolie, sympathique, que tout le monde aimait. Elle avait la joie de vivre, elle aimait la vie, danser, écouter la musique. Une jeune, quoi. C'était une personne pleine d'amour, de générosité, la bonne humeur. Elle avait un côté un peu tout foufou. Elle adorait danser, elle aimait bien faire la fête. Elle avait ce petit grain de folie qu'elle dégageait, qui mettait les gens, qui apportait du sourire à tout le monde. Elle était comme ça. Elle était quelqu'un avec un grand cœur, avec un cœur énorme c'était elle. Puis une fois qu'elle a été maman, elle avait toute sa vie à donner à son enfant, quoi. Donc pour elle, c'était important de tout donner. Ça, c'était Edwige. C'était une bonne maman, une bonne amie, une bonne enfance. C'était quelqu'un de bien, quoi. Mais dans ce tableau idyllique, il y a tout de même une ombre. Il s'agit de son compagnon Michael Dantal, un homme dont elle n'a pas vu au départ tous les travers. Ils se sont rencontrés dans un supermarché où ils travaillaient tous les deux. Je crois que lui était vigile à l'époque. Et elle était caissière. Et en fait, la rencontre s'est faite comme ça. Ils se sont mis à discuter, il y a eu un premier rendez-vous, et puis voilà. Au début, c'était l'amour fou, non, c'est sûr. Elle l'a beaucoup, beaucoup aimé, ouais. Ça a été assez passionnel, je pense, même au départ. Et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Enfin, pour Edwige, ça a été
avec lui qu'elle voulait faire sa vie. Elle était amoureuse. Elle l'aimait. Elle voulait faire sa vie avec, avoir des enfants. Et ça, c'était le début. Par la suite, ça a changé. Ça a été plus différent. En effet, après 6 ans de vie commune, la relation entre Edwige Perdry et Michael Dantal va se dégrader. Et cela à cause de graves problèmes financiers. Les huissiers ont commencé à venir frapper à la porte. Il n'y avait jamais rien à manger dans les placards. Il avait des dettes. Bien souvent, il n'y avait plus de sous à la fin du mois. Donc, elle m'avait fait comprendre que c'était plus possible, qu'elle voulait se séparer. Et si la séparation entre Edwige et Michael était la clé de cette affaire? Le couple s'est-il disputé dans la chambre à cause de cela? C'est ce que veulent savoir les gendarmes en interrogeant le jeune homme. Et d'après les explications de Michael Dantal, la séparation se passait bien. Ils avaient trouvé une sorte d'accord à l'amiable. Ils cohabitaient encore un peu le temps que lui trouve un logement. Et il faisait chambre à part, mais visiblement, enfin en tout cas d'après les explications de Michael Dantal, tout se passait bien. Le couple vivait sous le même toit, en bonne intelligence. Cependant, chacun menait sa vie de son côté. D'ailleurs, ce fameux week-end de Pâques, Edwige était allée chez ses parents, seule, avec sa fille. C'est le repas de Pâques, et puis en plus c'était l'anniversaire de son papa, donc elle est chez ses parents. Elle est chez ses parents avec sa sœur, et ça se passe bien. On va chercher les œufs avec la petite fille. C'est un repas qui se passe bien. J'ai aimé cette journée parce qu'on a passé une bonne journée tous ensemble. Ça faisait longtemps aussi qu'on ne l'avait pas vue aussi rayonnante. Je vais même dit, on repart si vite. Tu as le temps. Le père d'Edwige l'ignore, mais c'est la toute dernière fois qu'il verra sa fille vivante. Devant les gendarmes, Michael Dantal poursuit. Il explique que le soir du drame, vers 00h30, il quitte son domicile, laissant Edwige et sa fille seules. Michael a rendez-vous à 60 km de là, chez son frère, Ludovic. Donc il est parti pour passer une soirée avec son frère Ludovic. Il y avait plusieurs autres amis. D'ailleurs, il dit, vous pouvez leur demander, j'étais là-bas, bon, on a pas mal bu, etc. Visiblement, ils ont un petit peu abusé des boissons alcoolisées et il a jugé plus prudent d'attendre un peu pour reprendre le volant. Et puis, vers 5-6 heures du matin, il dit, j'ai décidé de rentrer. D'ailleurs, je me suis même arrêté acheter des cigarettes au tabac, pas très loin de la maison, vous pouvez leur demander aussi. Michael indique aux enquêteurs qu'il est arrivé vers 7h15 chez lui. Il s'en souvient bien, car il a envoyé un message à son frère pour lui dire qu'il était bien rentré. Lorsqu'il sort de son véhicule, donc il accède à la porte d'entrée, qu'il dit être non verrouillée. Puis il entre dans sa résidence, il allume quelques lumières, puis accède au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. Lorsqu'il arrive sur le seuil des escaliers, il dit constater la présence de sa compagne au sol, le visage ensanglanté. Rapidement, il s'aperçoit qu'Edwige n'aspire plus et décide de donner l'alerte auprès des voisins proches. N'excluant aucune piste, les gendarmes vérifient l'alibi de Michael Dantal, qui dit avoir donc passé la soirée chez son frère, Ludovic. Son frère est entendu par les gendarmes, il confirme son alibi, c'est-à-dire qu'il confirme que son frère est bien venu cette nuit-là, donc tard, il est dû arriver vers 1h, 1h15, 1h30 peut-être du matin. Les copains présents confirment également la présence de Michael à cette soirée. Les enquêteurs se rendent ensuite dans le bureau de tabac, dans lequel le jeune homme affirme s'être arrêté en rentrant chez lui.
Le bureau de tabac est équipé d'une caméra de surveillance et qui va être saisie. On va pouvoir constater effectivement que vers 7 h du matin à peu près, celui-ci va passer dans ce bureau de tabac. Le patron du bureau de tabac va être entendu, va dire effectivement qu'il l'a vu ce matin-là. Donc en conclusion, les gendarmes déduisent que Michael ne pouvait pas être sur les lieux du crime cette nuit-là, puisqu'il était avec son frère et tous les copains qui le confirment. La piste de l'ex-compagnon est donc écartée. Reste l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Seulement, il y a un détail qui ne colle pas. L'état de la chambre fait plus penser à quelqu'un qui aurait voulu maquiller justement un acte quelconque en cambriolage qui aurait mal tourné. Puisqu'en fait, les armoires et les meubles sont vidés, mais en aucun cas il y a des traces de fouilles véritablement. C'est simplement des vêtements qui ont été déposés, qui ont été jetés. Les cambriolages en général sur lesquels les forces de l'ordre interviennent correspondent à un certain déménagement des affaires. On voit bien que les choses sont allées vite et que tout n'est pas en ordre. Mais là, c'était peut-être un peu trop. Ça visait qu'une seule pièce et c'était presque trop. Si ce n'est ni son compagnon, ni un cambrioleur, alors qui a tué Edwige Perdry? L'enquête redémarre donc à zéro. À Saint-André-de-Bâgé, les gendarmes entendent tous les voisins d'Edwige Perdry. Ils veulent savoir si quelqu'un aurait remarqué quelque chose cette nuit-là. Et justement, dans la maison voisine, on a entendu un bruit anormal. Et eux, ils vont dire quelque chose d'important, à savoir que dans la nuit, ils ont entendu des cris. C'est des lotissements, c'est bien isolé, mais enfin, sans plus. Leurs chambres sont vraiment mitoyennes de murs. Ils vont entendre crier, ils identifient la voix d'Edwige. Les bruits sont assez diffus et n'arrivent pas à distinguer ce qu'il se dit. Intrigué par ces cris au milieu de la nuit, le voisin tente alors d'en savoir plus. Il se met à la fenêtre, il essaye de tendre l'oreille, de regarder. Il ne voit rien. Si, la seule chose qu'il verra en réalité, c'est que la voiture de Michael Dantal n'est pas là. Et puis comme les cris cessent, il se dit bon, j'ai peut-être rêvé. Enfin, en tout cas, il ne donne pas d'importance à ce hurlement et il va se recoucher. Le voisin est formel. Il a pris le temps de regarder son réveil. Il était 3h30 du matin lorsque ces cris ont retenti dans la nuit. Pour les enquêteurs de la section de recherche, cet indice est crucial car il permet de dater l'heure du crime. D'ailleurs, l'autopsie va confirmer l'heure de la mort d'Edwige Perdry vers 3h30, justement. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Edwige Perdry révèle que cette dernière est donc décédée des suites d'une asphyxie et que cette asphyxie a été manuellement provoquée par une tierce personne à deux endroits. D'abord en lui obstruant les voies respiratoires au niveau du nez et de la bouche et en même temps en lui obstruant également les voies respiratoires au niveau du cou. Sur la durée que cela a pu prendre, les experts établiront qu'il fallait, je cite, plusieurs dizaines de secondes. Edwige a donc été étouffée. Et ce n'est pas tout, elle a aussi reçu des coups. On retrouvera également des ecchymoses sur plusieurs parties de son corps, laissant supposer qu'il y a eu effectivement une véritable lutte. En tout état de cause, Edwige Perdry n'est pas morte naturellement, elle a subi donc une asphyxie. Pour les parents d'Edwige, c'est une douleur supplémentaire de découvrir que leur fille a terriblement souffert avant de mourir. Vous essayez de vous dire que c'est pas possible. Enfin, c'est un cauchemar. Et puis non, c'est la réalité. Dans ma tête, je savais plus où j'en étais. C'était très compliqué, c'était confus, c'était flou. Je comprenais pas. Parce qu'elle, si gentille, elle ne méritait pas ça. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches dans l'entourage d'Edwige Perdry. Et ils vont découvrir une information capitale
Ces derniers temps, la jeune femme avait un amant. Edwige Perdry avait une relation avec quelqu'un qu'elle avait rencontré dans une galerie marchande. Ils se voyaient régulièrement, mais en tout état de cause, on n'était pas sur une relation qu'on pourrait qualifier de sérieuse. C'était un flirt poussé, mais en aucun cas, Edwige Perdry n'avait indiqué qu'elle voulait se mettre en concubinage avec cette personne ou partir avec ou autre. C'est vrai qu'elle a fait une petite rencontre. Après, c'était loin d'être sérieux. C'était une petite amourette comme ça. Ça n'a pas été plus loin. Mais je pense que c'est juste que cet homme-là lui donnait un petit peu d'attention, enfin des belles paroles, finalement. Parce que c'était tout basé sur un peu de paroles. Il n'y a rien eu de plus. La jeune femme reste très discrète sur cette relation. Et pour cause, l'amant est lui aussi en couple. Elle l'appelait Mouloubar, hein, c'est-à-dire... alors, il n'avait pas donné son vrai prénom. C'était un garçon qui était marié, enfin bref. Et bon, ils ont eu une relation, mais de novembre 2012 à février 2013. Le drame, il a lieu en avril 2013. C'était fini, il n'y avait plus rien entre eux. L'homme est retrouvé par les enquêteurs. Il s'appelle Karim et il le confirme. Cette relation avec Edwige n'était qu'un flirt. Karim, entendu par les gendarmes, confirme la relation entre guillemets sentimentale avec Edwige, mais il ne semble pas y attacher une grande importance. C'est plus un plan sexe qu'une histoire sentimentale en réalité. Karim n'a par ailleurs aucun mobile et un alibi en béton. Aucune charge n'est donc retenue contre lui. La piste de l'amant se referme, elle aussi. Mais de nouveaux éléments vont venir donner un autre éclairage à ce qui a pu se produire dans la maison d'Edwige dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2013. Les gendarmes de Bourg-en-Bresse découvrent en effet que les relations entre Michael Dantal et Edwige Perdry étaient bien plus conflictuelles que ce que le jeune homme leur a dit durant son audition. En réalité, l'homme faisait vivre un véritable enfer à sa compagne. Il y a plusieurs détails comme ça qui nous font dire qu'effectivement, il l'a coupé un petit peu du monde extérieur. Il a subtilisé ses 2 cartes bancaires. Il a également subtilisé le téléphone fixe de la maison. Il la suivait lors de ses sorties nocturnes. Il avait même installé une application sur son téléphone pour pouvoir la suivre. Quelques semaines avant sa disparition, Edwige se confie à Émilie, sa meilleure amie. Elle lui raconte que son ex-compagnon s'en prend souvent à elle et la menace physiquement. Il vous supportait plus de l'avoir habillé. Il fallait plus qu'on voit ses jambes, en gros. Et du coup, effectivement, il a pris une paire de ciseaux, donc c'était très flagrant. Et il a été dire, ouais, effectivement, que c'était la petite fille qui avait découpé la robe. C'est vrai qu'il devenait un peu plus violent. Je te prends comme ça, je te plaque contre le mur. Il y a eu une dispute qui a dégénéré. C'était par rapport à un balai-brosse qui lui a brandi le balai-brosse. Enfin, limite, il avait envie de la taper avec, hein, comme elle me racontait. Mais il ne l'a pas fait. Ça s'arrêtait vraiment juste à lui faire peur dans un premier temps. Dernièrement, la violence de Michael n'avait plus de limite. Émilie se souvient d'une scène qui l'a bouleversée quelques jours seulement avant la mort de son ami. Je partais en course et en fait, je le croise, lui, à pied, le regard vide. Il marchait, il a l'air totalement perdu. Et à ce moment-là, en fait, Edwige m'appelle. « Oh, bah, il est parti à pied, on s'est engueulé, ça a dégénéré. » Du canapé de chez elle, il l'a prise par les cheveux et il l'a traînée jusqu'à dehors. Il a traversé le salon en la tirant par les cheveux, il l'a emmenée jusque sur la terrasse. Et en fait, je me dis, je viens de croiser le bonhomme. Ben ouais. Il était le regard vide, c'était pas le Michael qu'on voit d'habitude. Et je me suis dit, oui, je pense que réellement, il a 2 personnalités. Elle me disait, il va me planter, je vais crever, comme ça, on n'en parlera plus. Et là, j'ai pas compris. Et je dis, quoi, qui va planter qui Et elle me dit, ouais, je pense que... ouais, je vais crever, il va me tuer, ce sera fini, quoi. On n'en parlera plus. Je lui dis, non, mais pars pas dans des délires comme ça.
Preuve qu'Edwige avait peur de Michael, ce SMS qu'elle envoie à Émilie quelques jours avant sa disparition. Un SMS qui résonne comme dramatiquement prémonitoire. Je me sens pas en sécurité. Tu vois, je pense vraiment maintenant que je suis en danger. Garde bien ce message, ma poule, si jamais il m'arrive un truc. Je rigole pas. Alors, Michael a-t-il tué Edwige lors d'une énième dispute conjugale? Ce SMS glaçant de la jeune femme pourrait bien le laisser penser. La personnalité de Michael Dantal est passée à la loupe et les gendarmes vont vite s'apercevoir que l'homme n'est pas un ange. Loin de là. D'ailleurs, à son travail, ses collègues de la société de surveillance ne dressent pas un portrait flatteur de lui. On apprend en faisant un petit peu son environnement professionnel qu'il est plutôt dragueur. Il a tendance à vouloir séduire les jeunes femmes qu'il croise dans le cadre de son travail. On apprend également qu'il est dépensier et même menteur. C'est quelqu'un qui ment à merveille. C'est un frimeur, c'est un macho, c'est le gars avec ses bottes de vigile, c'est le gars avec son blouson et ses inscriptions sur le blouson, c'est le gars qui, muni de cette, entre guillemets, panoplie, drague les nanas dans les supermarchés, dans les sites où il bosse. Un grand séducteur, capable d'être violent dans l'intimité. Mais pour autant, cela ne fait pas de Michael un tueur. Il faut des preuves, et les gendarmes vont devoir en trouver. Les gendarmes vont s'intéresser à la téléphonie, faire ce qu'on appelle les fadettes. Et là, ils vont découvrir quelque chose de très intéressant pour l'enquête, c'est que Michael Dantal a menti. Souvenez-vous, Michael Dantal a dit avoir passé la nuit du 31 mars au 1er avril 2013 chez son frère, Ludovic, à Chalon-sur-Saône, à 60 km de Saint-André-de-Bâgé. Seulement, le téléphone du jeune homme ne va pas du tout corroborer cette version. Lorsqu'on relève les déclenchements de relais sur sa ligne téléphonique, on s'aperçoit rapidement que son téléphone ne déclenche que sur le secteur qui couvre le domicile de Saint-André-de-Bâgé. Et en aucun cas, le domicile de son frère Ludovic Dantal. Michael n'aurait donc pas quitté le domicile familial comme il le prétend. Et ce n'est pas tout. Et un dernier détail important, en données techniques, c'est que le téléphone de Michael Dantal a déclenché sur une zone très particulière et très précise. En effet, à 4h02 précise, son téléphone déclenche un relais qui couvre le domicile, mais en plus qui ne peut couvrir que la chambre. Le téléphone de Michael Dantal se trouvait donc dans la chambre d'Edwige à 4h02, soit quelques minutes après que les cris de la jeune femme aient réveillé les voisins. Le moment où le portable va déclencher un autre relais, c'est aux alentours de 7h du matin, justement, où il va déclencher les relais qui est situé près de Pont-de-Vel. Et Pont-de-Vel est là où le bureau de tabac se situe. Ce qui donc tend à prouver que Michael Dantal avait bien son portable avec lui tout au long de la nuit du 31 mars au 1er avril. Michael Dantal ment. Il n'était pas là où il dit qu'il est, parce que tout le monde dit, tous ceux qui connaissent Michael Dantal disent « Ah ben alors son portable, alors lui c'est quelque chose c'est quelque chose de précieux, il s'en sépare jamais. » Là, ça commence à se compliquer pour lui parce que son histoire de téléphone fait exploser son alibi. Et il y a un autre élément qui ne joue pas en faveur de Michael Dantal. C'est son comportement ambigu, révélé par les écoutes téléphoniques dans les jours qui suivent la disparition d'Edwige Perdry. Avec la famille d'Edwige Perdry, ils sont extrêmement affectés, extrêmement peinés par tout ce qui a pu arriver. En revanche, dès qu'il s'agit d'autres personnes, d'autres interlocuteurs, ils sont par contre assez détachés de la situation et ne semblent pas particulièrement préoccupés ou affectés par la situation. Et si Michael se montre aussi détaché alors que son ex-compagne vient de mourir, c'est qu'il a sûrement une bonne raison. Une très bonne raison.
Les gendarmes découvrent que Michael Dantal a rencontré quelqu'un d'autre, une jeune femme. Et ce, très rapidement, presque au lendemain de la disparition de sa compagne. Bon, en même temps, ils étaient en train de se séparer, mais c'est vrai que ça va un peu vite. C'est un élément qui interroge, notamment sur la personnalité de Michael Dantal, surtout qu'il peut dire à sa nouvelle compagne que, je cite de mémoire certains messages, mais elle était celle qu'il attendait depuis des années, alors que quelques mois auparavant, il disait exactement la même chose d'Edwige Perdry. Un homme violent, menteur et manipulateur. Les charges contre Michael Dantal s'alourdissent d'heure en heure. Et les gendarmes ne vont pas tarder à en récolter d'autres. Grâce à la téléphonie, on sait désormais que le soir du drame, Michael n'a pas passé la soirée chez son frère et 3 de ses amis. Et de façon totalement inattendue, l'un d'entre eux va parler. Le voici, il s'appelle Julien Châtelet. Et ce qu'il raconte aux enquêteurs dépasse l'entendement. Voici ce que Ludovic Dantal, le frère de Michael, lui aurait demandé de dire. Il me dit, est-ce que tu peux me rendre un service? Et je lui dis, tout dépend du service. Est-ce que tu pourrais dire que mon frère il sera avec nous lors d'une soirée que je vais organiser? On a passé une soirée jusqu'à 2h, 2h30 du matin, mais en aucun cas il y avait Michael avec nous, quoi. Julien Châtelet affirme que non seulement Michael n'était pas avec eux le soir du crime, mais il va même plus loin. Le lendemain, Ludovic l'aurait appelé à nouveau. C'est là qu'il me dit, si les gendarmes t'appellent, je vais te décrire ce qu'il faut dire, tu diras ça. Et je fais oui, il n'y a pas de problème. C'est là qu'il me dit, ma belle-sœur, elle s'est suicidée. Je fais, attends, comment ça, elle s'est suicidée? Ils sont disputés, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, non, elle a pris des cachets. Julien Châtelet a cru naïvement Ludovic, jusqu'à ce qu'il découvre dans la presse qu'Edwige ne s'est pas suicidée, mais qu'elle a été assassinée. Alors l'homme furieux comprend qu'il a été manipulé et décide d'aller tout raconter aux gendarmes. J'ai tapé un coup de poing dans le mur et je me suis dit, en fait, il m'a bien pris pour un con, quoi. Il m'a bien manipulé pour soi-disant un ami, quoi. Il était hors de question qu'on soit appliqué là-dedans. Là, il n'y avait plus d'amis, quoi. Ludovic n'était plus notre ami. De toute façon, on le considérait plus comme tel, parce qu'on ne peut pas appliquer un ami là-dedans, quoi. Et nous, on ne l'aurait jamais fait, quoi. Et, on a changé notre déposition. Grâce à ce témoignage, les enquêteurs ont désormais la preuve que les frères Dantal sont impliqués tous les deux dans le meurtre d'Edwige Perdry et qu'ils l'ont probablement prémédité. Pas dans un crime passionnel, dans un crime froid, déterminé, où tout est prévu bien à l'avance et qu'à aucun moment il renonce. Le 5 juin 2013, 2 mois après la mort d'Edwige Perdry, Michael Dantal et son frère Ludovic sont mis en garde à vue à la gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Seulement face aux enquêteurs, Michael Dantal le jure avec force. Il n'a rien à voir avec la mort de son ex-compagne. La première audition, de mémoire, en fait, il redit ce qu'il a dit les premiers jours d'enquête, il nous dépeint la situation, mais en aucun cas, c'est lui qui aurait pu faire du mal à son ex-compagne et qu'il se trouvait au domicile de son frère à Chalon-sur-Saône toute la nuit. Et il nous aurait dit être parti aux environs de 6 heures, avoir acheté des cigarettes et découvert le corps d'Edwige Perdry au domicile. Inébranlable, Michael Dantal ne lâche rien. Et le bras de fer engagé avec les gendarmes va durer de longues heures. En aucun cas, on pose des questions précises et dirigées. On le laisse venir, on le laisse raconter ce qu'il doit nous raconter. Et c'est un jeu de patience. C'est à partir de la deuxième audition où on rentre petit à petit dans le vif du sujet. On va lui poser des questions précises. Rapidement, il va comprendre qu'on pose des questions, mais que nous connaissons déjà les réponses. Et que
il est mieux pour lui d'en venir aux faits et de nous expliquer ce qui s'est passé. Le but, c'est qu'il nous fasse confiance pour pouvoir dire ce qu'il a au fond de lui, et c'est d'aller chercher les raisons profondes qui l'ont poussé à commettre ce crime. Et c'est au beau milieu de la nuit, après plusieurs heures d'interrogatoire, que Michael Dantal va avouer le meurtre d'Edwige Perdry. Voici selon lui comment les choses se sont déroulées. Elle a senti que je ne voulais pas la laisser partir. Elle se débattait. J'ai serré ma prise. Je l'ai tuée avec mes mains. J'ai continué et j'ai appuyé jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Michael Dantal indique que en fait, cela fait partie d'un tout, qu'il n'y a pas vraiment un élément particulier qui l'a fait passer à l'acte, mais que, de manière plus générale, il ne supportait pas le fait de voir Edwige Perdry le quitter et qu'il avait donc envisagé l'assassinat comme seul et unique échappatoire. Michael Dantal va maintenant raconter par le menu le scénario machiavélique qu'il a élaboré pour éliminer sa compagne. Cela fait froid dans le dos. Il est allé garer sa voiture pas très loin, à 1,5 km, c'est-à-dire à pied, ça fait 12 minutes de la maison, qu'il est resté assez longtemps dans la voiture, à regarder les étoiles. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais enfin, bon. Et qu'il dit bien qu'à ce moment-là, il est prêt à mettre à exécution ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire qu'il allait tuer Edwige. Vers 3 heures du matin, l'homme retourne à pied à son domicile. Il monte à l'étage, puis se dirige dans la chambre d'Edwige. La jeune femme est en train de dormir. Michael la réveille brutalement. Elle lui dit « Tu sors d'ici », il essaye de la prendre dans les bras. Et effectivement, tout tourne mal. Il y a eu une sorte de bagarre, elle s'est défendue. Et il a fini par l'étrangler. Et dans un dernier sursaut, elle s'est accrochée au chambranle de la porte et il a serré à nouveau jusqu'à ce que la mort s'en suive. Il est environ 3h30 du matin. Michael Dantal vient de tuer Edwige Perdry. Comble de l'horreur, leur petite fille dort dans la chambre d'à côté. Là, il indique qu'il se rend dans la chambre de leur fille, qu'il va la regarder pendant plusieurs minutes, qu'ensuite il revient dans la chambre, qu'il va retourner la chambre en question, en vidant les tiroirs, en vidant les armoires. Les enquêteurs vont donc lui demander « mais pourquoi avoir agi ainsi ?» Et Michael Dantal leur dira qu'il a, je reprends ces termes, qu'il a pété un plomb. À l'aube, Michael Dantal quitte la maison et prend sa voiture. La suite, les gendarmes la connaissent. L'homme se rend au bureau de tabac qui se trouve sur le chemin de Chalon-sur-Saône, car il sait que l'endroit est équipé d'une caméra de surveillance. À 7h14, Michael rentre chez lui et envoie alors à son frère le fameux SMS convenu. Une petite phrase de circonstance en ce week-end d'avril. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, en général, c'est des expressions qu'on emploie qui sont quand même synonymes de joie. Enfin, je veux dire, Pâques, c'est un repas de famille, c'est une réunion, c'est des petits-enfants qui courent dans les jardins pour chercher des œufs ou je ne sais quoi. Joyeuse Pâques, là, c'est synonyme de mort. Et comble du cynisme, l'assassin ne se contente pas du message prévu, il y ajoute une expression glaçante. LOL. Le message de 7h14, ce 1er avril 2013, est terrible. Et ce LOL, il aurait mieux fait de s'abstenir, franchement, parce que il vient de commettre l'irréparable. Il a tué sa compagne, la mère de sa fille. Il a traîné là pendant 3 heures. Il revient, il fait cette espèce de mise en scène. D'accord, ça fait partie du plan criminel. Mais le LOL,
Honnêtement, je pense qu'il aurait pu s'en dispenser. Il avait expliqué qu'il avait rajouté cette expression-là parce qu'il la mettait très souvent dans ses messages, pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, mais c'était surtout, quelque part, presque pour banaliser le texte. Un mot ordinaire qui exprime de l'amusement. 3 petites lettres qui révèlent aux enquêteurs le double visage de Michael Dantal. Un homme terrifiant, calculateur et dépourvu de sentiments. Il paraît soulagé d'être passé aux aveux. Il paraît serein. Il raconte avec précision tout ce qui s'est passé. Pour moi, il n'est pas touché. Il explique son geste simplement, je veux dire, sans émotion particulière. L'audition de Michael est loin d'être terminée. L'homme a d'autres révélations à faire. Il explique aux gendarmes, médusés, que son frère Ludovic était parfaitement au courant de son funeste projet. Michael Dantal donc voit son frère Ludovic Dantal le 30 mars. Là, il explique qu'il en peut plus, qu'il est exaspéré par la situation dans le couple avec Edwige. Il ne supporte pas la séparation. Il n'en peut plus. Et devant les gendarmes, Michael de poursuivre qu'il a expliqué à son frère ses intentions criminelles. Je vais m'occuper d'elle, sous-entendant, je vais la tuer. Et c'est ce que comprend d'ailleurs Ludovic Dantal. Selon Michael Dantal, l'assassinat de sa compagne Edwige a été préparé la veille avec la totale complicité de son frère Ludovic. Et a priori, cette fois, Michael ne ment pas. Car interrogé à son tour, Ludovic va confirmer les aveux de son frère. Il est arrivé chez moi le 31 mars vers 10h. Il était inquiet, pas comme d'habitude. Il m'a alors demandé de lui fournir un alibi afin qu'il puisse s'occuper d'Edwige. À ce moment-là, donc, Michael lui demande de lui donner un alibi. Ludovic accepte. Et tout doit se dérouler effectivement durant la nuit, du 31 mars au 1er avril. Il savait pertinemment ce qui allait se passer, même s'il n'est pas sur la scène de crime, même s'il n'a pas participé physiquement au crime. Il ne l'a d'abord pas empêché, il pouvait le faire, et il a eu connaissance de la commission de ce crime, et il déclenche le système de l'alibi. Donc il a une vraie responsabilité dans cette histoire. Ludovic semble donc totalement impliqué dans le projet criminel. C'est lui qui aurait eu l'idée d'organiser une soirée à son domicile. Et pour consolider l'alibi de son frère, il a demandé à 3 de ses amis de prétendre que Michael était avec eux. Ludovic confirme également que l'histoire du SMS au petit matin était une idée qu'ils avaient eue tous les deux. Si Michael Dantal envoyait ce texto à Ludovic Dantal au matin du 1er avril, cela signifiait que Michael Dantal avait tué Edwige Perdry. Reste tout de même une interrogation. Pourquoi Ludovic s'est-il rendu complice du crime en acceptant de faire tout ce que son frère lui demandait? Face aux enquêteurs, il raconte que Michael a touché une corde sensible. En effet, quelques mois plus tôt, sa propre compagne l'a quitté. Et depuis, il ne voyait plus ses enfants. Il m'a dit que j'étais le seul à comprendre son point de vue. Avec Michael, nous sommes fusionnels. Fusionnels, au point d'envisager de tuer plutôt que de se séparer. Il faut dire que comme son frère, Ludovic n'avait pas non plus de bonnes relations avec son ex-compagne. Ce sont des gens qui sont extrêmement possessifs, n'hésitant pas à user de certains moyens assez limites pour essayer de savoir où se trouve leur compagne, les priver de téléphone, leur prendre leur carte de paiement, voilà, des choses de cet ordre-là. 2 mois après le meurtre, les frères Dantal sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat et incarcérés à la prison de Bourg-en-Bresse. En apprenant l'implication de leur gendre, Marilène et Pascal Perdry sont anéantis.
Vous avez l'impression que tout votre monde s'écroule parce qu'on lui avait donné notre confiance. Parce qu'il était considéré chez nous comme notre fils. Hein. C'est terrible. Vous avez envie de crier parce que c'est comme si on vous donnait un deuxième coup de poignard, quoi. Parce que vous avez eu le premier quand on vous voyait votre fille. Puis vous avez le deuxième quand vous apprenez que c'est vraiment lui, quoi. Sur le coup, j'ai cru que j'allais devenir fou, je comprenais plus rien. C'était compliqué. La réaction, il y en a des multiples. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où on en est. Le choc est d'autant plus grand pour les parents d'Edwige que Michael Dantal a tout fait pour brouiller les pistes avec eux. Pour la fête des mamans, au mois de mai, il a même eu le culot de m'envoyer un message où il me disait « Bonne fête, belle maman ». Il était... Ouais, vraiment, il nous a manipulés, il nous a... On ne sait pas comment exprimer ce qu'on peut ressentir pour ce genre de personnes. Le 26 janvier 2015, le procès de Michael et Ludovic Dantal s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain à Bourg-en-Bresse. C'est la première fois depuis 3 ans que Pascal et Marilène Perdry se retrouvent face à leur gendre. On a passé 5 jours où on l'avait en face de nous. On aimerait tellement pouvoir lui parler. Enfin, moi, j'aurais aimé le procès pouvoir lui parler. Parce que je lui ai demandé, pourquoi tu as fait ça? Il m'a pas répondu, j'aurais aimé qu'il me réponde. J'aurais aimé qu'il me donne la raison. Parce que c'est un truc qui me restera, je ne sais toujours pas pourquoi. Moi, personnellement, je ne saurais jamais. C'est un truc qui est terrible de ne pas savoir. Une chose est sûre, les débats vont plonger la famille d'Edwige un peu plus encore dans l'horreur. Car ils vont apprendre avec effroi que leur fille subissait des violences conjugales, elle qui ne leur en avait jamais soufflé mot. Je sais pas, elle avait peut-être peur que je m'énerve un peu. Qu'un père, il veut protéger son enfant. Ou alors elle avait envie de se débrouiller toute seule. Pour nous montrer qu'elle était capable. Je sais pas. Pourquoi elle s'est confiée à ses amis? Pourquoi pas à nous? Est-ce qu'elle n'avait pas assez confiance en nous, peut-être aussi? C'est tout des questions qui restent et qu'on ne saura jamais. Mais après, c'était compliqué aussi d'entendre des choses, d'être face à face à lui. Je l'ai regardé, même méchant, pour lui faire comprendre que j'étais très en colère. Et à la fin, lui, il a répondu « Je mérite la prison, mais pas la haine ». Pour moi, c'est un lâche. C'est un monstre. Au terme de 5 jours de procès, Ludovic Dantal écope de 7 années d'emprisonnement pour complicité. Michael Dantal est lui condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat. La justice n'est pas parvenue à comprendre exactement les raisons qui l'ont poussé à tuer. Avait-il peur qu'Edwige quitte la France avec leur fille? L'a-t-il tué pour garder leur maison? Ou est-ce la peur insoutenable de voir sa compagne partir avec un autre homme? Michael Dantal ne dira jamais un mot sur ses motivations.